Et la manipulation est notre métier. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à Xavier Moreau et la Russie. En effet, on va parler intelligence, renseignement. Restez avec nous tout de suite. Jean-François Caracci au micro des Ondes clandestines. Xavier Moreau, qui est un ancien militaire français qui habite en Russie, qui fait des activités d'intelligence économique, on va le dire comme ça, à Moscou, est sanctionné par l'Union européenne. Du point de vue du renseignement et des affaires internationales que nous abordons en permanence dans les Ondes clandestines, ce sujet est extrêmement intéressant. J'ai écouté beaucoup de choses de Xavier Moreau. Je crois que c'est l'émission Omerta ou Antithèse qu'il a, c'est Omerta. Et d'ailleurs, il édite un magazine, Omerta, qui est diffusé en tabac presse, que j'ai lu 2-3 fois. Le problème de ce Xavier Moreau, c'est que il part du principe que parce qu'il a fait Saint-Cyr, et il sait mieux tout que les autres et que il faut écouter ce qu'il a à dire. Non, je connais beaucoup de Saint-Cyriens qui sont cons à bouffer du foin. On leur dirait que bouffer sa merde, ça leur rend éternel, ils boufferaient sa merde. Le problème de Xavier Moreau, c'est à la fois que ça montre que l'Union européenne s'intéresse à des petits youtubeurs sans envergure et sans charisme, parce que Xavier Moreau, il a beau bien porter le costume, c'est pas un Roosevelt ou un Churchill, hein. Il faut se calmer, hein. Donc, que l'Union européenne fasse la chasse aux sorcières, commence à faire concrètement la chasse aux sorcières aux blogueurs pro-russes ou dits pro-russes, pourquoi pas? Pourquoi pas si éventuellement ces gens-là sont vraiment dangereux et toxiques pour la démocratie? Mais est-ce que la démocratie a besoin d'avoir peur et de montrer qu'elle a peur face à des gens sans intérêt? C'est la question. Après, est-ce que l'idée de l'Union européenne, c'est de se dire « Ah, ces petits blogueurs peuvent en devenir des grands », un peu comme Candace Owens, finalement, qui au départ est une blogueuse sans intérêt, et qui s'est retrouvée à traiter d'affaires internationales, qui maintenant la font connaître, être connue du monde entier. C'est ça l'intérêt. C'est de se dire, est-ce que les blogueurs sont pas devenus ceux qui font la loi, en fait, qui décident des opinions et des choses à penser. Moi, Xavier Moreau, ça me fait penser à la même chose que le pseudo-capitaine Alexandre Juvin-Bonnet, qui, pareil, est très proche lui aussi de cette droite nationaliste qui voudrait faire renaître les rois. D'accord, ok. On fait revenir un roi, mais on va choisir qui? Moi? Ah non. On va choisir un bonapartiste, un orléaniste, un Bourbon comme Martinez-Bourdieu, qui depuis 25 ans aide son beau-père à blanchir l'argent via sa banque des cartels de Colombie, de Venezuela, du Mexique. Le problème, c'est ça, c'est que une nation se définit par les héros qu'elle se choisit. Nicolas Sarkozy, en appelant à la grâce, veut nous faire croire qu'il est un héros choisi par le ciel. C'est très embêtant, c'est très fâcheux en fait, parce qu'il y en a qui finissent par le croire à la déraison qui nous vend. Mais c'est toujours le même principe. En démocratie, ce ne sont pas les plus intelligents qui décident. C'est la majorité. C'est 6 personnes sur 10. Mais comme je le dis toujours, si dans les 10 personnes, vous avez 6 abrutis qui pensent la même chose, eh ben, ce sont eux qui décideront de notre avenir. Et si dans les 4 qui restent, vous avez 4 personnes intelligentes, voire une seule, elle ne sera jamais écoutée. Et c'est ça le problème. Le système de ce bouclier démocratique pourrait être intéressant si on admettait l'idée que le verre puisse être dans la pomme. En fait, le problème de ce bouclier démocratique dont Madame Loiseau, Nathalie Loiseau, députée européenne, en a reçu la charge par Madame van der Leyen, c'est que ce bouclier démocratique part du principe que la démocratie européenne est valable telle qu'elle est et que tous les éléments extérieurs sont dangereux. Il ne part pas du principe que la démocratie allemande, américaine, française, italienne, espagnole soit défaillante dès le départ.
Et c'est ça qui est embêtant. C'est un peu comme un aveugle qui explique à un borgne qui voit mal ce qu'il lui montre. Et c'est ça l'idée de ce podcast, c'est que dans les affaires internationales et le renseignement, les questions de renseignement que traitent les zones clandestines, on peut voir en permanence que les héros n'en sont jamais vraiment et que les héros sont des gens à qui on a volé le destin ou qui, à un moment donné, n'ont pas eu de chance ou n'ont pas fait le bon choix. C'est ce que j'explique par rapport à De Gaulle. Moi, De Gaulle, je n'ai rien à foutre de De Gaulle. Je suis pas anti-De Gaulle. C'est juste que De Gaulle a fait un très bon mariage. Il s'est choisi une riche héritière. Et les circonstances de l'histoire ont fait que. Voilà. Mais en 45, ni les Américains ni les Anglais ne voulaient de lui. Il n'était pas à Yalta. Il est allé signer en catimini un accord de coopération et d'assistance mutuelle avec Staline peu de temps après, parce que ce qui est une énormité quand on y réfléchit, puisque au moment où De Gaulle signe cet accord d'assistance mutuelle avec l'URSS, les nazis étaient censés ne plus exister. Donc pourquoi est-ce que De Gaulle est allé signer un accord avec les communistes? Pour se défendre de qui en face? Des Américains? Mais le train de vie, les choix de vie, de société, de consommation politique, culturelle des États-Unis étaient censés être plus proches des Français que les Russes ne sont censés l'être. C'est les très nombreuses, pas erreurs, mais révélations, signaux faibles des choix que De Gaulle faisait et qui en fait étaient stupides. Moi, je suis très ennuyé par les gaullistes parce que ils adorent un abruti, quoi. Et c'est de la débilité qui se transmet génétiquement, puisque le petit-fils de Gaulle a demandé la nationalité russe, que d'ailleurs il a obtenu, en expliquant que nos Russes étaient nos amis. Oui, 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 les Russes ne sont pas nos ennemis, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on ne va pas défendre la France en prenant la nationalité de notre pays. Moi, quand j'ai travaillé au plus près des services secrets italiens, je ne suis pas devenu italien. Et je n'ai jamais enquêté contre la France. Moi, je n'ai jamais fait d'espionnage au profit de la France, au profit de l'Italie contre la France, ni au profit de la France ou contre l'Italie. D'ailleurs, les services secrets français et moi, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas pourquoi, c'est tout simple. Parce que je suis un fils de roi, et ils l'ont toujours su. Et la République française m'a toujours eu dans le nez. Pourtant, la République française, c'est depuis très longtemps qui je suis. Réellement. Quand Maurice Andréoli, flic à la retraite à Toulon, très proche des RG, me dit, il n'y a pas de problème, monseigneur, en 2018, je vous suis, j'accepte de devenir chancelier de la couronne, parce que je sais, nous savons, que vous êtes fils de roi. Non tact. Pareil pour Jean-Pierre Macron, patron des RG à Calais en 2019, qui affirme à Philippe Lioun, chancelier de la Maison Royale de France, que il sait au singulier que je suis fils de roi, parce qu'ils savent que je suis fils de roi, etc., etc. Ça, ce sont des signaux faibles qui, moi, me suffisaient, me satisfaisaient. Quand, encore une fois, Libération est venue gratuitement par intérêt, puisque le chef espion israélien, patron de Libération, a fait le job de m'anéantir. C'est qui a fait le job? C'est un mec de gauche. C'est un espion de gauche israélien. Moi, je suis pas anti-Israël. J'aime Israël. Mais que la gauche israélienne ne m'aime pas, j'ai aucun problème avec ça. J'espère juste que les gens qui lisent Libération admettent l'idée qu'il n'est pas normal que Libération m'ait consacré 3 pages pour m'humilier s'il fallait pas tuer une vérité dans ces pages. Puisque dans ces pages, la journaliste n'a ni la volonté ni la compétence de fournir des preuves du contraire de ce que j'affirme. Elle va juste utiliser contre-argument contre moi en expliquant que dans les Geraci, je me suis mal comporté. Je suis un voyou. Donc si je suis un voyou dans la gestion d'une entreprise, je peux pas être fils de roi. Mais ça n'a rien à voir, salope. Je suis fils de roi,
Je suis le fils de Michel parce que je suis le fils de personne d'autre. Et c'était à cette journaliste de Libération, mais aussi à la direction des rédactions de Libération, à cet espion israélien qui est chef de Libération, du journal français Libération, à démontrer la preuve du contraire. Est-ce que le Mossad, donc, a mis dans l'article de Libération des parents autres que les miens? Non, parce que le Mossad n'a pas la preuve que je ne suis pas le fils de Michel. Le Mossad a la preuve que je suis le fils de Michel, mais ils ont fait en sorte d'écrire un article qu'on trouvait immédiatement, encore aujourd'hui, quand on tape mon nom sur Google. Eh bien, ils ont juste fait en sorte de m'humilier suffisamment pour que ma parole n'ait pas de valeur. Mais à la fois, ça, c'est pas juste et c'est pas légal. Mais la justice française ne s'intéresse pas à cette question-là, puisque je suis un bâtard de Roumain qui demande des choses qui sont pas à lui. C'est pas bien. C'est pas bien. Si le vent de l'histoire m'amène à régner, si le bouclier démocratique européen m'autorise à devenir roi, c'était l'objet de mon premier podcast, le bouclier de Bremmus. J'avais fait un jeu de mots entre le bouclier de Bremmus et le bouclier démocratique européen. On était en mars, en mi-février, mi-février 2025. Et j'avais expliqué que moi, fils de roi, si l'Union européenne ne voulait pas que je devienne roi, ben je ne serais pas roi, alors que j'ai le droit d'être roi. Eh bien, dans toutes ces histoires de politique, c'est de ça dont il s'agit, et c'est ce que les zones clandestines vous offrent à réfléchir le plus possible, dans ce pari fou qui est le nôtre, de réussir à la fois à vous expliquer des choses vraies sans avoir de problème, c'est que l'histoire est un mensonge sur lequel tout le monde se met d'accord. Dixit Napoléon Bonaparte. Nous, c'est l'inverse. On essaie de détricoter les choses proprement, poliment, légalement, honnêtement. Xavier Moreau fait bien ce qu'il veut. Je ne lui souhaite aucun malheur, je ne lui souhaite aucun bonheur. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, je l'avais contacté parce que j'avais envie de discuter un peu avec lui. J'avais envie qu'il me connaisse pour que ces réseaux russes me connaissent. Et ce fils de pute ne s'est même pas autorisé à me répondre. Et moi, je n'aime pas ça. Quand on se dit défenseur d'une vérité comme lui, mais on écoute un fils de roi et on écoute le descendant des derniers tsars de Russie. Parce que je suis descendant des derniers tsars de Russie, parce que la grand-mère, l'une des deux grand-mères de mon père, était Marie de Russie. D'ailleurs, le magazine Méthode, si vous tapez sur Google magazine journal Méthode Jean-François Carracci, vous verrez un article rédigé par un agent de la DGSE français, je vais bien dire ce que j'ai bien dit, et qui affirme que je suis bien le fils de Michel et que je suis bien l'arrière-petit-fils de Marie de Russie. Marie de Russie d'un côté, Marie d'Édimbourg de l'autre. C'est mes deux arrière-grand-mères en fait. C'est une réalité généalogique qui m'autorise à donner mon avis et vous expliquer, à vous offrir à la réflexion certaines analyses qui donc sont valables. Je ne passe pas mon temps à me dire tiens, comment je vais m'occuper aujourd'hui. Je vous parle de mes ancêtres et je vous parle de mon passé comme de mon avenir. Et voilà, une page de plus se tourne pour l'émission Les Ondes Clandestines. Merci de nous avoir suivis encore très nombreux sur cette émission consacrée à l'intelligence, consacrée à Xavier Moreau, la Russie, les collusions, les prises d'intérêt. Merci de liker, de commenter et soyez nombreux. En fait, on vous remercie beaucoup, Jean-François Carracci et moi-même. Merci d'avance. Au revoir.